Nous décidons que je passerai la nuit dans sa chambre. Ta mère ne va pas s'inquiéter? Je ne rentre pas souvent à la maison. Et puis je lui ai parlé de toi cet après-midi. Elle ne te connaît pas, mais elle te sent bien. Je le préviens que je suis incapable de faire l'amour avec un garçon pour qui j'ai des sentiments. Tu sais, après la mort de mon père, j'étais incapable de coucher avec une fille. Ça va mieux maintenant. Ce soir, je me moque qu'on fasse l'amour ou pas. L'essentiel, c'est de t'avoir dans mes bras. Je ne crois toujours pas à cette tendresse. Je me demande si le gentil garçon ne cache pas un séducteur. Et la nuit avance, et je veux me retrouver avec lui sous les draps. Je lui répète que je suis éblouie, ce qui le fait rire. J'ai du mal à percevoir ma voix quand je lui déclare ce genre de choses. C'est à la fois très sincère et facile, puisque tout prend avec lui cette dimension rêvée qui me plaît tant. Je marche avec lui dans la direction de l'hôtel, et j'ai la sensation d'avancer dans un air plus volatile. Tout s'allège, tout s'éclaircit. Tout me prouve que je suis en train de vivre un miracle, et pourtant il est tellement insaisissable qu'il me fait peur. Dans la chambre, on aperçoit la ville en contrebas. Nous nous jetons dans les bras l'un de l'autre, et je suis déroutée par son désir. Il me presse contre lui, fouille de son visage contre mes seins, caresse mes fesses. Je découvre aussi son corps, un corps plus mûr que le mien, plutôt viril, mais avec cette tendresse aussi, comme les poignées d'amour que je pince, et cette sorte de pellicule élastique partout sur lui, cette chair un peu molle mais nerveuse, contre laquelle je me dresse et me blottis à la fois. Quelques minutes plus tard, nous nous caressons sur le lit. J'ai son sexe dans mes mains, il a ses lèvres sur ma poitrine. Sa manière de s'ébrouer contre moi, de respirer fort et de perdre la tête me rend folle. Je l'appelle mon rhinocéros et lui m'appelle sa gazelle. J'en ai mal tellement je suis ouverte. Je croyais que tu bloquais. Je ne pourrais pas faire l'amour, mais ça m'empêche pas d'être très excitée. Je n'aime pas qu'il découvre mes pansements aux fesses. Aussi je retire ses mains quand il les pose sur ma culotte. J'ai 2 kystes qui grossissent, un troisième déjà très important. Il s'effraie que je ne me fasse pas soigner, mais je n'arrive pas à trouver d'explication plus satisfaisante que la méfiance à l'égard des médecins. La semaine dernière, quand je suis allée à l'hôpital, je n'ai pas aimé qu'on m'amène à la salle d'opération sans rendez-vous préalable avec l'anesthésiste, et je suis partie. Ma mère est venue me chercher sur le parking. Je me suis alors juré de mener l'opération moi-même, dans la salle de bain. Tu dois faire confiance aux médecins. Ce n'est pas de ma faute. Ça ne l'empêche pas de me prendre à nouveau dans ses bras, de retrouver son excitation bouillonnante et de me couvrir de baisers. Nous mîmes l'acte, nous échauffons nos corps. Il y a comme les fantômes de nos 2 personnes qui font l'amour à côté de nous. Je ne sais pas quelle est cette barrière qui me sépare de l'amour physique. Je ne sais pas comment expliquer à la fois le blocage à l'idée qu'il me pénètre et ma petite culotte qui se mouille. Mais je suis sûre de connaître ici l'instant le plus parfait de mon existence. Je changeais de trottoir à la vue d'un enfant. J'avais en horreur l'idée même de fréquenter des parents. Incapable de m'endormir dans mon état normal, je devais être ivre ou ravagée par le shit. D'une certaine façon, je prenais le sommeil en traître. Je tombais inconsciente, sans le voir venir, et j'émergeais dans l'après-midi, sans me rappeler à quoi j'avais occupé ma nuit. Lorsque par malheur j'essayais consciemment de dormir, le regard crispé sur le plafond, toutes les sources de mes angoisses refluaient vers moi. Des poids terribles oppressaient mes poumons. Repensant à la famille, aux garçons, au travail, au collège, aux garçons, je voyais le réel sous la forme d'un monde mangé par de grands cubes noirs. Je devais me replier, louvoyer dans un labyrinthe truffé de pièges.
J'y étais condamnée. Je passais mes soirées dans les bars. Les fatidiques 2 heures du matin me remplissaient d'inquiétude. Si je me faisais des amis, c'était uniquement dans l'espoir qu'ils m'invitent chez eux. Je devais boire encore et ne pas être obligée de rentrer. J'avais pourtant peur à l'idée qu'on me paye constamment des coups. Ce n'était pas normal qu'on devienne généreux avec moi. Il y avait toujours une heure où je me mettais à danser. Cela m'arrivait d'ailleurs lorsque j'atteignais cet état de défonce qui m'était indispensable pour dormir. Peut-être est-ce pour cette raison que j'associe la danse au rêve, un rêve sublime de corps qui s'envole et se mêle. J'étais cependant déçue par le manque de souplesse de mes partenaires. Ils n'existaient pas vraiment face à ma danse. Ils ne me servaient que d'appui. Je sentais respirer mon corps et j'avais besoin de mélodies langoureuses, de rythmes intérieurs. Je réclamais de la salsa, du zouk ou du tango pour valser avec ma propre silhouette. Je m'aimais dans ces heures-là. Je dessinais un espace qui m'appartenait. Mes gestes rendaient sensible une courbe ou une cambrure qui brillait à l'extrémité de ma personne. Plus aucun homme ne me méritait. Plus aucun homme ne pouvait prétendre à cette splendeur. Il fallait que je poursuive, que je boive encore, que je m'épuise toujours plus. À un moment, je tombais. Je ne pouvais pas éternellement m'endetter, il a bien fallu que je travaille. Comme je connaissais les clients de Cherbourg et que j'avais l'apéritif chaleureux, il m'a semblé naturel d'être serveuse. La seule difficulté consistait à rester sobre, mais j'avais suffisamment d'expérience pour sauver les apparences. Je savais gérer la caisse, je maîtrisais les cocktails. J'étais quelqu'un de confiance et c'était une sacrée victoire. Je me découvrais capable de répondre à des instructions sans trop angoisser, surtout lorsque je consommais pour accompagner les clients. Je buvais alors comme on respire, avec l'impression d'aspirer de grandes doses d'oxygène. Une année, j'ai postulé pour un poste au restaurant du club de voile. Je me suis présentée à l'entretien, dans un pull-over très large, avec des baskets sales et un jean baggy. La patronne m'a tout de suite engagée, à la seule condition que je vienne en tailleur le lendemain. Mais elle a changé de tête à mon retour. L'air mécontent, elle m'a demandé mon nom, puis elle m'a fait visiter les lieux sans un sourire. J'avais acheté la veille un tailleur bon marché, peu sûr de mon choix. Je me sentais à l'aise dans cette tenue, mais le fait d'entrer la chemisette dans le pantalon soulignait mon ventre. Lorsque je faisais l'effort de boutonner la veste, elle s'échancrait. Je n'aimais pas non plus qu'elle découvre mes fesses, et je comptais sur le côté très sérieux de cette tenue pour couper court au désir trop démonstratif. La femme ne m'a plus jamais adressé la parole, et son mari m'a prise en grippe. Il avait l'air sévère avec moi. Il affichait la même expression d'absence que son épouse. J'ai fait mon travail avec autant d'application que possible, même si je trouvais le public des sportifs beaucoup trop sobre à mon goût. Certains me reluquaient, et je me rappelais avec nostalgie la période où mes habits sans forme et l'ivresse des clients nous maintenaient dans une vénérable et bienheureuse distance. Les relations se sont rapidement dégradées, le patron s'est mis à m'adresser des reproches et sa femme à faire la sourde oreille. Un jour, pour en avoir le cœur net, je suis arrivée dans mon pull préféré, celui qui me tombait aux genoux. Le patron s'est alors violemment emporté. Peut-être aurais-je dû soulever les questions qui fâchent. Le soir, j'avais envie de brûler le tailleur. C'était étrange qu'un habit censé me rendre présentable me dénude complètement aux yeux du patron. Cette tenue me faisait cependant de l'effet. Je me savais plus élégante, et sans aller jusqu'à me trouver séduisante, j'aimais que ma peau soit en contact avec ce tissu,
j'aurais pu démissionner. Mais j'avais le sentiment de tenir la promesse d'un progrès. Je ne répondais rien à ma patronne qui m'insultait à cause d'un verre sale ou parce que j'avais eu le culot de tenir tête à un client. Je me rappelais le collège, où je pouvais exploser à la moindre remarque. Là, je me tenais digne, et j'entamais comme un dialogue silencieux avec mon tailleur. T'inquiète pas, c'est pas à toi qu'elle en veut. Ne l'écoute pas, ce ne sont que des mots. Tu n'as rien à voir avec elle, vous n'êtes pas du même monde. Sentir les yeux d'un client sur moi m'aidait à tenir. Cela me jetait dans un trouble qui n'avait rien à voir avec le plaisir. Je soutenais le regard de l'homme quelques secondes, histoire qu'il sache que je n'étais pas dupe, et comme il ne souriait pas, comme je n'avais pas l'air en colère non plus, il avait du mal à comprendre et finissait par céder. Le client parti, je remettais les pieds sur terre et constatais les dégâts. Je prenais conscience des insultes que je venais d'entendre, de petite pute à sale garce, en passant par souillon, raclure, voleuse, et même des brimades physiques qu'il m'arrivait de subir, croche-pattes, bousculades et crachats. C'était étourdissant et presque drôle que le couple en arrive à un tel degré de haine. Leurs reproches étaient si forts qu'ils ne pouvaient pas m'atteindre. Ils témoignaient aussi de leur délabrement intérieur. Mon calme rendait ces gens-là encore plus fous. C'est un jour où j'ai demandé les 300 € qui manquaient à mon salaire que la femme ulcérée m'a demandé pourquoi je restais là, alors que j'avais déjà fait tant de mal. Je ne vois pas où est le problème. Elle a pensé que je me moquais d'elle. D'un mouvement rageur, elle a saisi la fiche de paye qu'elle a déchirée, puis elle a crié, s'est levée, a fait valdinguer les affaires qui se trouvaient sur la table. Elle a fini par éclater en sanglots, retombant sur la chaise, et j'ai précisé que je ne porterais pas plainte. Elle m'a traité de pute, encore une fois, puis je suis sortie. J'avais maîtrisé de bout en bout ma relation avec elle, mais il était temps que je m'éloigne. Je me sentais brutalement ramenée au souvenir du garage. La nuit s'abattait sur moi, toutes les portes se refermaient. Mes petites chéries de la déglingue, ce que j'aime votre innocence effrontée, l'incroyable assurance de vos pudeurs, le peu qu'on s'est touché si l'on pense à la charge sexuelle de nos rapports, mais chaque fois, l'éblouissement radical, le dynamitage de la vie quotidienne, l'oubli de tout. Je me souviens de cette fille qui soulevait sa jupe dans le fond d'une arrière-cour, exhibant les cicatrices au bas de ses fesses, qu'elle s'était infligée le jour où, lassée par l'amour de tous ces garçons qui l'ennuyaient, elle avait voulu mourir par l'endroit même qui la faisait souffrir, persuadée de l'existence, à cet endroit-là, de grosses veines. Elle observait les cicatrices avec une indifférence affectée, presque méprisante, sans paraître se rendre compte qu'il y avait ses fesses aussi, qui pouvaient surprendre dans un lieu public, lumineuses derrière les portes cochères, ces fesses pour lesquelles je ressentais une attirance brutale et que je me suis interdit de toucher. Il y a eu cette autre fille, Nastasia, d'origine russe, qui m'a raconté, pelotonnée sous 3 coussins dans le salon de cet appartement du boulevard Saint-Germain, dont ses parents payaient le loyer, qu'elle avait pris l'habitude du suicide le jour où ses parents lui avaient refusé une robe de bal. Elle s'était jetée par la fenêtre sans réfléchir, atterrissant sur une pile de sacs qui lui avait sauvé la vie. Depuis, elle avait souvent essayé de mourir, désespérant ses parents qui n'y comprenaient rien. Pouvait-on parler d'appel au secours ?
elle ne s'adressait à personne et n'éprouvait aucune détresse. Détaillant la série de ses tentatives, elle a progressivement fait tomber les coussins, découvrant une jolie silhouette gracile, un chemisier qui laissait deviner la naissance d'une poitrine ample et précise. Il était impossible qu'elle ne sache pas le désir que cela provoquait en moi, d'autant qu'elle changeait de posture à chaque épisode. Elle soulevait les fesses, décroisait les jambes, se caressait le ventre de mains rêveuses. Cette fille avait-elle réellement voulu mourir, et tant de fois? N'exprimait-elle pas une ardente énergie par ses gestes répétés? Sa folie me faisait l'effet d'un incroyable encouragement à vivre. Tardant à conclure son histoire, comme par crainte de mettre un terme à la belle tension qui s'installait entre nous, elle m'a finalement raconté sa dernière tentative. Sa mobilette s'était encastrée dans un mur. 3 jours de coma, puis le réveil, et la disparition de son envie de mourir. Nastasia m'a fixé plus intensément que jamais, silencieuse, attendant que je réagisse, et c'est comme si j'avais été en train de jouir, me dressant vers elle, l'embrassant avec gourmandise, 3 secondes avant de m'enfuir. Le manège de mes rencontres aurait pu durer sans l'acte manqué dont je me suis rendu responsable. J'ai laissé ma boîte mail ouverte et Laurence a lu quelques-uns des messages signés par des filles qu'elle ne connaissait pas. Je ne couchais pas avec elle, nous n'utilisions pas les mots de l'amour. Pourtant, je comprenais sa blessure. Ces filles par série, cette complicité dans les courts messages qui étaient les nôtres. Elle a pleuré, crié, quitté l'appartement. Je me sentais ridicule. Cet événement tranchant, au terme de semaines si longues de mésentente. La fin de notre histoire? Dans ces messages, Laurence se disait foudroyée. J'ai multiplié, le soir même et les jours suivants, les excuses et les protestations d'amour. Ces filles n'étaient rien pour moi. Ne me faisaient-elles pas l'effet d'un rêve? Je maudissais d'ailleurs sincèrement ces pulsions vers le monde noir. Et pourtant, je ne souffrais pas au même degré que pendant nos disputes ou mes heures de solitude. Ici, la rupture, même temporaire, semblait logique. Mes gesticulations pour me rattraper consumaient beaucoup de mes angoisses. L'acte manqué lui-même avait de quoi me faire réfléchir. Je me sentais l'enfant maladroit de mes propres fantasmes. L'importance relative des deux univers s'inversait. L'ombre tirait les rênes. Chacun de mes actes en pleine lumière révélait d'autres enjeux, renvoyait des logiques qui m'échappaient. J'allais tout faire pour récupérer Laurence, merveilleuse incarnation de ce que le monde officiel pouvait offrir, mais l'issue ne dépendait plus de moi. J'appelais de temps en temps Manon, et souvent, ivre ou mal en point, elle me racontait sa vie cabossée, ses amours chaotiques, l'évolution de ses symptômes. J'aimais son rire franc et la poésie de ses tracas. Elle voulait me revoir et j'ai proposé qu'elle vienne à Paris. Je supposais que les remous de ma propre vie de couple allaient bientôt libérer l'appartement. Il devenait d'ailleurs urgent que je franchisse un pas décisif, car les pulsions de mort, après mon acte manqué, m'assaillaient à nouveau. Il me suffisait d'être au calme, dans un endroit plaisant, pour qu'au moment même où, séduit par une musique, un joli décor, un public agréable, je sentais monter en moi l'émotion, quelque chose de plus noir s'associe à cette émotion, la grandisse, l'emporte et se déverse en moi. Les images avaient le mauvais goût de se diversifier. Je n'imaginais plus seulement le canon d'un revolver braqué sur ma tête, ni le malheur sous forme d'un sol dans lequel je m'enfonçais, mais la mort par étouffement, écrasement, électrocution. La mort s'amusait avec moi, je la découvrais sous un mode rutilant. Je m'étonnais que toutes ces choses se passent dans ma tête. J'étais riche d'une vie secrète infiniment ramifiée, ce qui n'était pas sans m'inquiéter. Le suicide paraissait d'avoir plus de cartes en main que moi-même. Dans ces moments-là, les images s'épanouissaient comme de grosses fleurs. Elles m'occupaient tout entier, réclamaient de poursuivre leur poussée. Que pouvait impliquer leur surgissement? Quel geste, sinon tourné contre moi-même? Hypnotisé, je perdais le sens des réalités. Était-il vraiment possible que, d'un moment à l'autre, je commette l'irréparable? Je sentais le réel moins palpable,
et déjà c'était comme si je m'étais détaché de lui. Ma propre vie réclamait de jaillir à l'extérieur. En attendant Manon, j'ai rencontré plusieurs performeuses conseillées par Seth, au premier rang desquelles une splendide fille, à la fois mince et plantureuse, aux grands yeux sans expression, longs cheveux noirs et fins, franges rebelles et caractère chinois tatoués sur le corps, répondante au doux pseudonyme de Bambou. Cette jeune femme était devenue performeuse par une série de circonstances inattendues. À la fin d'un dîner, au moment de partir en boîte, un homme d'une cinquantaine d'années, se présentant comme photographe, l'air un peu las dans sa veste et sa chemise noire, qui lui tombait aux épaules, lui avait proposé de venir poser chez lui. Rien de sexuel, je vous assure. Il avait dit cela d'un ton si désabusé que Bambou n'avait même pas imaginé qu'il puisse mentir. Le jour dit, Bambou s'était rendu chez l'homme habillé d'une jupe et d'un chemisier, comme il le lui avait demandé. Il l'avait prise en photo sans fournir la moindre indication, la laissant libre de s'asseoir, de se relever ou de s'allonger. D'abord gênée, puis troublée, Bambou s'était finalement sentie plus à l'aise. Elle avait fait des manières et s'était décoiffée, puis avait retiré ses chaussures, et lorsqu'elle avait déboutonné sa veste, le photographe avait changé de matériel. Plus concentré, il avait retrouvé l'énergie, qui paraissait l'avoir quitté, sans craindre de paraître directif. « Oui, retire ta veste. » 1 heure après le début du rendez-vous, un homme en costume avait fait son apparition. « Nous allons travailler à 3, ça ne te dérange pas ?» Bambou s'était agacé. Cependant, le photographe avait eu le réflexe de lui montrer plusieurs books dans lesquels on voyait des filles en tenue légère, mais sans provocation. La plupart des clichés mettaient en scène des situations incongrues. Femme nue dans un zoo, jolie demoiselle en costume d'écolière sous la douche. Rassurée, Bambou s'était alors concentrée si fort qu'elle en avait perdu la force de répondre aux questions et même de ressentir quoi que ce soit. Consciente de vivre un moment unique, elle n'avait pas voulu manquer le rôle qu'on lui demandait de jouer. Elle et l'homme s'étaient installés sur le sofa, sans regard l'un pour l'autre. « Ça fonctionne, oui, continuez, utilisez la table là-bas. » De fil en aiguille, Bambou s'était débarrassé de ses habits, qui lui paraissaient une contrainte et même une provocation. Les rôles s'étaient accentués. L'homme restait imperturbablement viril, visage impénétrable, mâchoire serrée, chemise et veste boutonnées. Bambou de marbre, tout en étant presque nue. Mais elle avait perdu pied. Comprenant les directives à travers un filtre, pressentant comme un effondrement possible, elle avait agi de manière mécanique. Elle s'était retrouvée allongée sur la table, pieds au sol, jambes tendues, cheveux serrés dans le poing de l'homme qui, toujours aussi neutre, cherchait à placer sa main gauche quelque part sur le corps de sa victime. C'est le mot qu'elle avait eu à l'esprit. L'excitation s'était manifestée à ce moment-là. L'homme avait posé 2 doigts très sûrs au contact du sexe de Bambou. « C'est parfait, ne bougez plus. » Bambou n'avait jamais connu de posture si crue. L'homme n'était pas physiquement menaçant, mais elle s'était sentie parfaitement en sa possession. Son désir gagnait en puissance, comme un gros ballon niché dans le creux de son ventre, les secondes passant alors que le flash crépitait, la scène se figeant à l'exception des 2 doigts qui, maintenant leur pression, s'étaient naturellement enfoncés. « Arrêtez tout, plus un geste, c'est parfait !» Et la jouissance avait foudroyé Bambou. Les mollets frémissants, elle n'avait pu retenir un gémissement qu'elle avait étouffé dans un cri. Quelques jours plus tard, découvrant la dizaine de clichés que le photographe avait sélectionnés pour elle, et dont le meilleur était celui pris de 3/4, Bambou cambré sur la table, cheveux dans le poing de l'homme et 2 doigts fouillant dans son entrejambe, elle avait eu la confirmation de ce qu'elle avait pressenti cet après-midi-là. Ce qu'elle venait de vivre, elle voulait le répéter. Pourquoi ne pas proposer des prestations à des photographes ou même à de simples jouisseurs? L'idéal serait de garder le contrôle malgré tout. Elle voulait rester de ce côté-là, se montrer, mais capter la créativité, présenter les fruits de sa personnalité, la personnalité forte et racée d'une belle jeune femme sans pudeur. Pour que nous puissions faire du bon travail, tu dois me donner une description précise de ce que tu veux. Ce que j'attends n'est pas vraiment sexuel. J'aimerais la mise en scène d'un suicide.
Je ne sais pas encore si j'ai besoin que la scène soit réaliste ou même réelle, progressive ou brutale. Je m'en remets à toi. Dans 3 jours, je te proposerai l'heure et le lieu. Je respecterai ton cahier des charges. Tu me payeras à l'avance. J'ai retrouvé Bambou le jour dit à l'accueil d'un joli petit hôtel. Le décor de plantes vertes et de boiseries donnait une certaine image de bonheur provincial. La chambre, avec vue sur parc, était à l'avenant. Les tons crème, la délicatesse des tissus, le calme feutré de l'ensemble me donnaient envie de m'assoupir, de glisser vers une rêverie d'amour absolu. Tout s'est parfaitement déroulé, malgré ma peur du ridicule. Silencieuse, appliquée, Bambou m'a demandé de m'asseoir sur le lit en attendant d'installer ses affaires dans la salle de bain. Une discrète et sombre musique New Wave diffusait dans la chambre, et pendant 10 bonnes minutes, j'ai guetté les préparatifs. Je prenais confiance. Je voulais qu'on me tienne la main, qu'on me guide vers un endroit où tout serait facile. La porte s'est ouverte et je me suis engouffré. Debout dans un peignoir, Bambou m'a fait asseoir sur un tabouret. Un éclairage à la bougie projetait sur les murs des figures de taille variable, étoiles, caractères chinois, symboles. Le décor avait été noirci, du papier sombre au-dessus de la baignoire, un tapis anthracite. Bambou a fait couler de l'eau chaude, elle avait le même visage inexpressif que le jour où nous avions fait connaissance, peut-être avec une dose accrue de douceur, un air de paix que je trouvais émouvant. Elle a laissé tomber son peignoir, découvrant une splendide silhouette diaphane, extrêmement pâle. Bien faite, elle avait le pubis rasé. Les caractères chinois lui couraient sur le corps. Ses tétons paraissaient noirs. Avait-il été maquillé, comme les lèvres, les yeux, les ongles? Elle s'est allongée dans l'eau délicatement avant de prendre dans une pile de boîtier, posée sur le rebord, un grand cahier plastifié blanc. Elle en a tourné les pages avant de lire quelques poèmes, lentement, d'une voix grave et posée, alternant texte en anglais, français et chinois. J'ai reconnu des rimes de Verlaine, isolées dans un ensemble de courts extraits d'autres textes. On y parlait mélancolie, départ, trahison, temps qui passe. Il y avait des clapotis quand Bambou tournait une page. La fatigue entrait en moi, la délicieuse fatigue de l'abandon. Bambou se penchait de temps en temps vers les boîtes pour en tirer de menus objets, des bougies supplémentaires, des crèmes dont elle s'enduisait la poitrine, des feuilles sur lesquelles elle inscrivait quelques mots. Elle a finalement sorti d'une trousse en plastique une lame de rasoir qu'elle a fait mine de lécher du bout de la langue et qu'elle a laissé traîner sur ses épaules. Puis elle a plongé les 2 bras dans l'eau. L'éclairage a décliné, les épaules de Bambou ont eu un sursaut. Elle a pincé les lèvres, s'est affaissée, les paupières mi-closes et la respiration plus rapide. Je me suis penché vers l'avant. Un nuage sombre grandissait dans l'eau. Mais je me suis retenu de porter plus avant le regard. Petit à petit, sa respiration s'est apaisée, ses yeux se sont fermés. Son menton a touché l'eau. La lumière s'est encore affaiblie, la musique s'est atténuée. Bientôt, nous avons plongé dans le noir. À l'instant où tout a disparu, j'ai été pris de frissons. J'aurais voulu que la séquence recommence, encore et toujours, fluide comme elle était, et parfaitement à la hauteur de ce que j'attendais. Mais cela ne rimait à rien. Je devais goûter ce moment pour ce qu'il était, la mise en scène d'une fin, sans prolongement possible donc. Retrouvant lentement le sens de la vie réelle, je me suis senti déçu que la mort ait un goût si léger, tellement fuyant. J'ai quitté Bambou sans un mot, tout à coup très désireux de retrouver Laurence. Mon histoire avec elle s'est poursuivie quelques jours encore, mais sa froideur me laissait penser qu'un coup fatal avait été porté à notre couple. Nous attendions l'avis de décès. Ma douleur était moins inspirée par cet éloignement que par la fatalité dont je me croyais victime. J'étais terrifié à l'idée de reproduire les erreurs de mon père. Tout paraissait se liguer pour que je prenne son chemin. Laurence devenait aussi dure que l'avait été ma mère avec son époux. J'exhibais le même cocktail de faiblesse et de fausse autorité que lui. J'avais des pulsions comparables aux siennes et sans doute la même sensation d'être prise au piège. Le désespoir respirait partout autour de moi. Le moindre faux pas me plongerait la tête dedans.